Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, spécialiste des relations internationales et grand connaisseur des affaires européennes, auteur notamment de Compte à rebours chez Fayard. Bonsoir Hubert Védrine. Bonsoir. Le Quai d'Orsay parle d'attaques sans précédent de la part de Rome après que Matteo Salvini ait qualifié Emmanuel Macron de mauvais président et que des gilets jaunes aient été reçus par le gouvernement italien. La France a donc rappelé son ambassadeur en Italie. C'est inédit entre deux pays de l'UE. Oui, je pense qu'il fallait marquer le coup. Marquer le coup ? Oui, marquer le coup. Donc, rappeler l'ambassadeur, hausser le ton, parce que ce sont des attaques d'abord fondamentalement ridicules. Ridicule, inacceptable, il faut marquer le coup et puis il faut toujours penser aux étapes suivantes. Mais dans l'immédiat, par rapport à ces comportements, je suis convaincu d'ailleurs que les dirigeants italiens vont essayer d'atténuer les choses après. C'est déjà le cas d'ailleurs puisque Matteo Salvini propose de rencontrer Emmanuel Macron. Nous avions tout à l'heure en ligne Matteo Renzi qui est l'ancien président du Conseil italien qui évoque la honte par rapport à son gouvernement, au gouvernement italien. Est-ce qu'on peut parler de crise ce soir ? Non, c'est exagéré. Je vous ai dit, c'était inacceptable. Certaines phrases, certains comportements, certaines ingérences, ça ne se fait pas entre membres de l'Union européenne. Bon. Donc il fallait réagir d'une façon un peu forte qui attire les réactions, les interrogations et sans doute qui provoque une gêne en Italie. Donc ils vont chercher à corriger ça. Donc je trouve ça très bien, les réactions actuelles. En même temps, il faut penser qu'après, au-delà de ces dirigeants qui ont eu ce comportement pour des raisons de démagogie interne, en réalité, je crois qu'il faut penser à la suite, donc à l'Italie, aux Italiens. Et il ne faut pas oublier que la victoire de ces forces politiques en Italie, c'est le résultat d'une désinvolture, voire d'un abandon par les autres pays d'Europe et de Schengen pendant des années face à la question de l'immigration non maîtrisée. Donc c'est pas parce que une partie de l'Italie se ridiculise par ce type de comportement qu'il faut oublier ça. Mais donc, je crois qu'il faut penser à l'étape quel spectacle, quelle situation, quelle Europe Qu'est-ce que ça nous renvoie comme image de la division, des fractures européennes encore et toujours ? Oui, ben ça c'est une réalité, les différences entre Européens, les différences de réaction, mais il y a un point sur lequel je pense que tous les Européens pourraient se retrouver après les élections européennes, parce que jusqu'aux élections, l'excitation va monter, même si l'enjeu est à mon avis exagéré. Là, pour nous, il s'agit d'élire 79 parlementaires français sur un total de 705 parlementaires européens, qui en plus a des pouvoirs importants dans certains domaines, inexistants dans d'autres, partagés dans d'autres. Bon, il y a une sorte d'exagération, ça va permettre surtout de mesurer l'état des forces dans chaque pays. En tout cas, je crois qu'il y a un rendez-vous après les européennes sur un grand accord sur la maîtrise de flux migratoires. On va en parler, mais en attendant, ce soir, vous dites qu'il n'y a pas de crise, selon vous. Ce n'est pas une crise entre les deux pays ? C'est une sorte de crise, mais je connais très bien les phénomènes de feu de cheminée et d'exagération. Vous voyez bien que déjà les Italiens vont essayer de baisser le ton, ce qui montre que la réaction était justifiée d'ailleurs. Baisser le ton de la part des Italiens, et certains, je vais vous en parler, parce que certains font entendre un autre son de cloche, affirmant que la France doit aussi cesser de faire la leçon aux autres pays, l'Italie, la Hongrie, la Pologne. Est-ce que c'est vrai aussi ? Est-ce qu'il faut arrêter de dire aux autres comment se comporter ? Il me semble qu'il y a déjà une évolution sur la tonalité des discours par rapport à la partie de l'Europe qui justement est réticente sur la question de l'asile ou des flux migratoires. Par exemple, l'expression qui était employée beaucoup pendant les premiers mois, ça va être la lutte, une sorte de lutte homérique entre les populistes et les progressistes. C'est un terme qui a disparu parce que les choses sont plus compliquées que ça. Mais c'est la campagne électorale européenne. Donc il y a tous les effets de campagne électorale que nous sommes connaissez. Quasiment en campagne, c'est pour ça que presque. Je pense qu'il faut penser à la suite. Et la suite de l'Europe, les questions européennes qui sont absentes du grand débat national. C'est un angle mort de ce débat engagé par le président. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous fait regretter ça ? Quand même, il y a beaucoup de dossiers européens qui concernent notre vie quotidienne, bien sûr, les questions budgétaires, les questions agricoles. Pourquoi ne pas parler d'Europe dans ce grand débat ? On n'est pas obligé de tout mélanger tout le temps. Voilà. Donc les élections européennes, je l'ai rappelé tout à l'heure, il faut élire 79 parlementaires français, donc on peut choisir entre les différents partis, sur 705 parlementaires européens. Bon, les questions européennes... Mais on dirait que vous êtes en train de minimiser l'enjeu de ces élections européennes, alors qu'on parle quand même d'un moment important dans une Europe fracturée. Oui, mais ça ne sert à rien de tout mélanger tout le temps, à chaque instant, parce qu'en effet, on voit que les Européens... Qui mélange quoi ? Dites-moi. L'opinion, les réactions, enfin tout le système que vous connaissez, qui est un système d'hystérisation permanent. Bon, il faut ramener ça à des vrais enjeux. Il y a un enjeu, Parlement européen, que je ne néglige pas, mais qui n'est pas, c'est pas tout l'avenir de l'Europe. Les élections nationales en France ou en Allemagne, c'est beaucoup plus important quand elles ont lieu pour l'avenir de l'Europe. Puis ça dépend ce qu'on met dans le mot Europe. De toute façon, le système européen va
plus beaucoup bouger maintenant. Il y aura jamais de saut en avant fédéral, il n'y aura pas de retour en arrière, parce que même les peuples les plus énervés comme les Italiens veulent pas lâcher l'euro. Donc il faut petit à petit s'habituer à ce que le système européen est constitué, puis on va l'améliorer, le perfectionner. S'habituer alors qu'il y a quand même une défiance grandissante, ça peut choquer ce que vous dites. Du fonctionnement, oui, institution et fonctionnement. Parlons de ce fonctionnement, les règles européennes il y a quelques jours, c'était hier, le veto à la fusion Alstom-Siemens a provoqué la colère du gouvernement français qui dénonce et critique la décision de la Commission européenne de la concurrence. Est-ce que vous diriez aussi que c'est une faute politique? C'est une très bonne réaction. Très bonne réaction de la part du gouvernement français, notamment ce qu'a dit Bruno Le Maire, qui est très bien. Mais il faut voir que la commissaire est enfermée dans des règles qui existent depuis l'origine de l'Europe, le traité de Rome. C'est une lutte pour la concurrence parfaite dans le marché européen. Elle a surtout des œillères, non? Certains disent qu'elle ne voit pas le monde alentour comme s'il n'existait pas. Oui, parce qu'elle est enfermée dans un mandat qui est trop étroit. Donc c'est une myopie, mais c'est pas simplement la myopie de la commissaire, c'est la myopie des traités. Donc la France a tout à fait raison, et c'est très très bien que ce soit demandé avec l'Allemagne, qu'on modifie ces règles, parce qu'il faut tenir compte de la concurrence. On a vraiment les moyens de modifier ces règles, ces traités dont on a tellement parlé et qui ne bougent pas depuis des années. Ils ont bougé 36 fois, il y a plein de traités depuis le traité de Rome, il y en a une dizaine en tout. Donc on peut modifier. Mais sur ce point, jusqu'ici, on n'y est jamais arrivé parce qu'il y avait une majorité d'Européens qui trouvaient que, en réalité, les règles étaient bonnes et que la concurrence parfaite, c'est la seule règle, tout ça. C'est comme le mandat de la Banque centrale européenne qui, un jour, il faudra élargir. Ce ne soit pas uniquement la lutte contre l'inflation. Donc pour vous, c'est une faute politique, en tous les cas, de la part de la Commission européenne. Ce n'est pas une faute politique. Ils sont enfermés dans un mandat trop étroit. Ce n'est pas tellement leur faute. C'est une erreur que l'Union européenne n'a pas été capable jusqu'à maintenant de modifier les règles qui enferment la commissaire Vestager comme ses prédécesseurs. Donc il faut les bouger. Je trouve ça très bien qu'on parle de modifier les règles et que ce soit lancé par les Français et les Allemands. On verra si ça bouge. Je voudrais conclure en évoquant, Hubert Védrine, une note confidentielle qui a été dévoilée, qui vient d'être dévoilée, une note concernant l'opération turquoise au Rwanda. À l'époque, vous étiez secrétaire général de l'Élysée et cette note de la DGSE contredit quelque part la version officielle de la France, du gouvernement français. Selon cette note, vous saviez qui était à l'origine de l'attentat contre l'ex-président à l'époque. Tout ça est un délire complet. C'est une vraie note de la DGSE en tout cas. Oui, il y a des centaines de notes de la DGSE. Ça concerne, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais l'attentat contre l'avion des présidents rwandais et burundais qui a déclenché les massacres et le génocide. Il y a eu plein de notes pour dire c'est sans doute les Hutus, c'est sans doute les Tutsis, c'est sans doute on n'en sait rien, tout ça. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. C'est une polémique qui dure depuis 15-20 ans. Si on avait le temps, je donnerais la liste des livres pour les gens qui veulent se renseigner. Je donnerai la liste des livres qui ne font Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de trou noir, il n'y a pas de déni français dans cette opération turquoise. Je peux donner la liste des 15 livres qui attaquent la France et des 15 livres qui, au contraire, expliquent que ce n'est pas de la faute de la France. Bon, on n'a pas le temps là. En tout cas, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. On saura un jour toute la vérité? On la connaît. Déjà? Oui, bien sûr, oui. Merci Hubert Védrine d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous. On aura sûrement l'occasion d'en reparler puisque cette affaire, en tout cas cette opération, à chaque fois ressurgit dans l'actualité. Merci Sonia Mabrouk, 19h18.